Le voisin a choisi ce moment pour commencer à tondre sa pelouse, j'en suis désolée, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, si c'est le cas je peux vraiment rien y faire. Alors aujourd'hui nous allons parler du couple le plus célèbre du paranormal, vous l'aurez compris, les époux Warren. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien louper et on y va. J'espère que vous êtes prêts et prêtes car la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un peu longue. C'est trop intéressant. Alors aujourd'hui je vais commencer par un tout petit disclaimer. Si jamais vous êtes un ou une fan inconditionnelle des époux Warren, que vous croyez absolument tout ce qui est montré dans les films Conjuring, je vous conseillerais tout simplement d'arrêter cette vidéo et de ne pas la regarder car sinon vous allez me détester. Voilà, donc maintenant que j'ai perdu à peu près la moitié des gens qui me regardaient, on peut y aller. Alors bien sûr, aujourd'hui en 2021, quand on entend le nom des époux Warren, on pense tout de suite Hollywood et films. Oui, car il y a eu beaucoup de films adaptés de leurs histoires, de leurs enquêtes, et absolument tous ces films ont été des cartons pleins. Il y a eu bien sûr, comme je vous disais, toute la série Conjuring, Amityville qui parle de l'histoire de la famille Lutz et ça on va en parler un petit peu plus tard, sans oublier bien sûr la fameuse poupée démoniaque Annabelle et on va également en parler. Second disclaimer, si vous croyez réellement que la poupée Annabelle est hantée et peut tuer des gens, quittez cette vidéo. Mais vous allez voir que la vraie vie des Warren était bien différente, truffée de secrets et beaucoup moins glamour que ce qu'on peut aujourd'hui en penser. Edward est né le 7 septembre 1926 à Bridgeport. Lorraine, elle, est née le 31 janvier 1927, également à Bridgeport, dans le Connecticut. Alors il n'y a pas grand chose de spécial à vous raconter sur la ville de Bridgeport. C'est une ville portuaire et c'est la ville la plus grande du Connecticut. Elle fait partie du comté de Fairfield et que c'est une ville portuaire puisqu'elle se situe à l'embouchure du fleuve Péconock. Oui, Péconock, je ne sais pas, ça ne s'invente pas. Ah, le tabouret en bois, ça fait mal au cul. Alors de la petite enfance d'Ed et Lorraine, on sait finalement peu de choses. Et je vous jure, j'essaye de bouger ma caméra parce que j'ai un tableau derrière moi qui fait un peu flipper. Et j'ai beau le tourner, à chaque fois que je re-regarde ma caméra, et elle est revenue dans le cadre. C'est fou ça. Ok, vous êtes témoin là, elle est plus dans le cadre. On la voit plus. C'est pas les poupées qui sont montées, c'est les tableaux. Alors, on peut dire que le destin de démonologue et chasseur de fantômes de Ed a commencé dès sa petite enfance, puisque entre l'âge de 5 et 12 ans, il dit avoir vécu dans une maison hantée. De tous les phénomènes qu'il dit avoir vécu à cette période, il y en a des très effrayants, entre autres la porte du placard de sa chambre qui s'ouvrirait toute seule, mais également une boule de lumière récurrente qui flottait et dans laquelle il aurait vu le visage d'une vieille femme. D'ailleurs, peut-être celle-ci. Le père de Ed est policier et même si son fils lui raconte les phénomènes dont il est témoin, il ne le croit pas du tout. Je n'ai absolument rien trouvé sur la toute petite enfance de Lorraine. Par contre, je peux vous parler de leur rencontre. Ils se rencontrent dans un cinéma dans lequel Ed était guichetier et Lorraine venait assez souvent. C'est le coup de foudre et très rapidement, ils se mettent en couple et emménagent ensemble. Love and marriage, love. Alors ils ont au début une vie complètement classique. Le couple se marie en 1945 et en 1950, une petite fille naît de cette union, Judy Warren. Ed s'inscrit au service militaire et lorsqu'il a fini celui-ci, il rentre et s'inscrit dans une école d'art. Mais s'estimant meilleur que ses professeurs, il abandonne. Humilité. Sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil, modestie. Oui, voilà, c'est ça.
Suite à ça, comme son père, il devient policier. Au sein du couple Warren, une petite habitude va se mettre en place. Alors ils faisaient toujours la même chose, ils se rendaient ensemble en face d'une maison ou d'un bâtiment supposé hanté, et là, grâce à ses capacités artistiques, Edward dessinait le lieu et ses fantômes. Lorraine, elle, qui se disait médium, clairvoyante, attestait ou non de ce que Ed dessinait. Lorraine, ensuite, allait taper à la porte, tout simplement, et montrait au locataire ou au propriétaire de la maison le dessin que Ed venait d'en faire. Oui, bonjour, je suis médium et je vois les morts. Mon mari vient de dessiner votre maison. On peut entrer? Donc là, deux cas de figure, soit ils se faisaient virer comme des malpropres, soit finalement les gens étaient plutôt intrigués par ce que il et elle racontaient et les laissaient entrer. C'est ainsi que les époux Warren se sont mis à enquêter beaucoup de lieux supposés hantés. En 1952, les époux créent la New England Society for Psychic Research, qui est la première association qui s'intéresse au paranormal en Nouvelle-Angleterre. Bien évidemment, vous vous en doutez, parmi les sujets de prédilection étudiés par cette association, il y a bien évidemment la démonologie, les possessions, les hantises surnaturelles, les objets occultes et les pratiques diaboliques. Le but de cette association serait ramener la paix à ceux qui en ont besoin. Bon, ça c'est complètement louable. Au fil des années, la renommée des époux Warren grandit. Ils se mettent à écrire des livres, tenir des conférences et apparaissent même assez souvent à la télé. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. C'est d'ailleurs comme ça que le couple gagne tout son argent, puisqu'ils ne disent réclamer aucun argent aux propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles ils viennent enquêter. C'est d'ailleurs un des arguments de bonne foi souvent mis en avant par les fans des époux Warren. Alors je sais que je vais avoir un avis un petit peu polémique, mais pour moi, que tu demandes de l'argent pour enquêter chez les gens ou que tu gagnes ensuite de l'argent grâce au livre que tu auras écrit sur l'enquête, pour moi c'est pareil. Et que ce soit clair, d'ailleurs, pour moi, les deux sont louables. Il n'y a pour moi absolument aucune raison et rien à honteux d'essayer de gagner de l'argent avec le paranormal. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Ed s'est auto-proclamé démonologue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous propose de faire une petite prochaine vidéo sur le sujet des démonologues. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comme je vous l'ai dit aussi, Lorraine, elle, se dit... Elle est en train de revenir. Ok, plus rien ne bouge. On est d'accord? On voit pas sa joue. Donc Lorraine, elle, se dit médium clairvoyante, ce qui veut dire qu'elle voit les gens morts. Je vois des gens qui sont morts. Alors attention, derrière ces titres de démonologue ou médium, il faut savoir et comprendre, parce que c'est très important, que les Warren avaient aussi une démarche très religieuse du paranormal. D'ailleurs, grâce à ça, l'église elle-même commence à faire appel aux époux Warren. Alors pour des cas aussi variés que le simple prêtre possédé, mais aussi des cas dans lesquels les entités ne se contentent pas de hanter les lieux, mais carrément se mettent à tout saccager à l'intérieur. Donc là encore, en ce qui me concerne, et c'est un avis personnel, il y a à boire et à manger, mais au moins on va dire que ça a le mérite d'intéresser l'église au paranormal. Il faut savoir que c'est vraiment très rarement le cas. En France, c'est même d'ailleurs pas du tout le cas. De la même façon, si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo parce que moi j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vais encore me faire des amis. Donc entre les cas amenés par l'église et les cas que les époux Warren trouvent tout seuls en allant devant les maisons faire ses dessins, le couple dit avoir enquêté sur plus de 10 000 cas de hantise. Alors là, moi j'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet, mais je ne veux pas absolument tout remettre en question. C'est tout à fait possible qu'ils pensent, eux, avoir enquêté sur 10 000 cas. Maintenant, est-ce que, je sais pas, rien que le fait d'aller devant une maison et de faire un dessin, pour eux c'était mener l'enquête, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ces 10 000 enquêtes auraient ressemblé à, par exemple, 10 000 enquêtes faites par la nuit du chasseur. D'ailleurs, à ce propos, il faut dire que les époux Warren n'étaient pas hyper fans des enquêteurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, quand on la questionne à propos de ce que son père pensait sur les enquêteurs et les enquêtrices du paranormal, disait « Il dirait que ce sont des balivernes. Il ne supporterait pas ces gens qui se contentent d'aller dans des lieux hantés et s'en vont sans apporter de réponse. » Ok, Captain Humilité. Alors attention, je vais faire une aparté qui est extrêmement personnelle. À nouveau, si cette vidéo est déjà en train de vous énerver parce que vous adorez les Warren, ok, je vous avais prévenu, tout ça pour moi, c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Pour moi, c'est dire à des gens que l'on peut les débarrasser
de phénomènes ou d'entités qui sont complètement immatérielles et dont on ne peut pas vérifier si elles sont là, plus là, virées, au revoir, merci. Pour moi, c'est ça les balivernes. Au mieux, ce qu'on peut faire, c'est essayer de communiquer, de comprendre et si ils et elles en ont besoin, de les aider. À nouveau, et c'est vraiment un avis personnel, ne commencez pas à m'insulter dans les commentaires, dire à des gens je vais laver votre maison, je vais faire passer des âmes ou vous débarrasser d'un phénomène de hantise, réellement c'est quasiment du domaine de la malhonnêteté. Donc sur ce coup-là, Ed, bof bof. Par contre, par rapport à la supposée honnêteté ou bonne intention, en tout cas des époux Warren, je tiens à dire que je ne doute pas forcément qu'elle n'ait jamais été là. Il y a pour moi clairement des cas d'arnaque, mais je ne doute pas que quelque part, peut-être au début, il y avait une réelle bonne intention envers les gens. D'ailleurs, Judy précise aussi que, par exemple, à ce propos, sa mère, Lorraine, continuait tout au long de sa carrière à répondre aux gens qui l'appelaient même au milieu de la nuit pour les appeler au secours en disant « Mon Dieu, il y a des fantômes chez moi » et qu'elle passait de très longues heures à les aider et surtout à les écouter. Alors comme je vous l'ai dit, la notoriété des Warren commence à prendre de l'ampleur et en particulier en 1981, lorsque leur nom se retrouve mêlé à une affaire criminelle qui va faire énormément de bruit, puisqu'ils se retrouvent impliqués, en tout cas indirectement, dans le cas The Devil Made Me Do It case. Cette affaire commence lorsque les Glatzel veulent emménager dans une nouvelle maison en location et viennent tout simplement avant l'emménagement y faire un petit peu des travaux. Leur fils David, âgé de 11 ans, va un jour leur dire qu'il a été attaqué, poussé et terrifié par l'entité d'un vieil homme. Le petit garçon dit que l'entité l'a menacé et lui a dit que sa famille ne devrait pas, sous aucun prétexte, emménager dans la maison. Donc vous vous en doutez, les parents écoutent leur fils mais ne prêtent pas beaucoup de crédibilité à ce que David leur dit. Or celui-ci dit qu'il se met à voir le vieil homme de plus en plus souvent et notamment sous la forme d'un démon. Vous vous en doutez, les Glatzel emménagent quand même dans la maison. Effectivement, ils disent avoir entendu quelquefois des petits bruits un peu bizarres, avoir senti des petites choses un petit peu spéciales qui pourraient s'apparenter à des phénomènes paranormaux, mais pas plus que ça. Parallèlement à ça, le petit David, lui, ne va pas mieux. Il dit continuer à voir ce démon, il a parfois des bleus sur la peau, et la famille commence doucement à le croire, et ils vont même jusqu'à appeler un prêtre pour aider et exorciser. Le prêtre revient, bénit la maison, mais les choses ne s'arrangent pas. David, le petit garçon, va même dire qu'il se sent de plus en plus possédé par ce démon. Au bout de 12 jours de la supposée possession de David par ce démon, la famille appelle les époux Warren. Donc ils viennent dans la maison, bien évidemment, ils font un tour et Lorraine, puisqu'elle se dit clairvoyante, dit effectivement voir une espèce de masse noire à côté du petit garçon. Ed et Lorraine disent qu'il y a effectivement plusieurs démons dans la maison et vont jusqu'à pratiquer 3 exorcismes eux-mêmes. D'ailleurs, Lorraine se rapproche même de la police en octobre de cette même année et va leur dire que effectivement la maison est hantée par des démons et que le petit David est possédé. We were sitting there at the table talking. Now you would watch David and he would be doodling, you know, drawing or something like that, and he'd be concentrating on what he was doing. And then he would look up and it was no longer a little 11-year-old boy. Now this 11-year-old boy would become extremely strong. I seen nights when it would take 4 and 5 men to hold him down. He would be ranting and raving and yelling. There was times when he would attack his mother. Le pauvre petit David ne sera bien évidemment jamais amené voir un psychiatre ou un médecin. Par contre, bien évidemment, on appelle des prêtres et les époux Warren. Lorraine et Ed iront jusqu'à dire que David est possédé par 43 démons. 43 démons. Donc suite à ces supposés exorcismes effectués par les époux Warren, bien évidemment il ne se passe rien. David est finalement envoyé loin de la maison dans une école privée pour enfants en difficulté. Et pouf, magie, son état s'est amélioré. Yeah! Lors d'un exorcisme pratiqué dans la maison, les témoins sur place disent avoir vu une masse, le démon, passer du corps de David à un dénommé Arn Johnson, qui se trouvait lui aussi dans la pièce. Alors, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal à situer Arn Johnson par rapport à David. J'ai lu parfois que Johnson était le petit ami de sa sœur, et j'ai lu des fois d'autres choses. Alors, je vais pas essayer de vous affirmer des conneries. En tout cas,
Il y avait David, il y avait Johnson, le démon est parti de David et a fait, tu sais quoi, je vais aller dans Johnson. Voilà, et donc il a été dans Johnson. Quelques mois après ce déménagement du démon du petit corps du David jusqu'au grand corps de Johnson, celui-ci a une dispute avec son propriétaire et le tue. Alors, lors du procès, justement, l'avocat de Johnson va essayer de se servir de cette histoire d'hantise et de démon pour plaider que son client n'était pas maître de ses actes et qu'il était bien possédé. C'est la première fois dans l'histoire de la justice américaine. Je ne sais pas pourquoi je précise américaine parce que bien évidemment ces choses-là ne se passent qu'aux États-Unis. C'est donc la première fois aux États-Unis qu'on essaye de faire passer un cas de meurtre pour en fait un cas de possession démoniaque. D'ailleurs, l'avocat de Johnson ira même jusqu'à appeler les Warren lors du procès et il les citait afin de vraiment appuyer le fait que cette maison était hantée, qu'il y avait 43 démons, que le pauvre David, que le pauvre Johnson et que c'est la faute de personne. Bien évidemment, ça ne marchera pas, Johnson est reconnu coupable et emprisonné. Alors bien sûr, vous vous en doutez, même si le cas de possession n'a jamais été prouvé, les Warren décident quand même de surfer sur la médiatisation du cas. Et quelques jours après, les agents des époux Warren annoncent que ceux-ci feront un film, un livre et une tournée de conférences sur le sujet. Mais à part ça, c'est nous les escrocs. D'ailleurs, dernière information sur cette affaire en tout cas que moi je trouve extrêmement intéressante. En 2007, le grand frère de David, Carl, a tenté d'attaquer Lorraine en justice. Il l'accuse d'avoir essayé de manipuler sa famille et d'avoir créé de toutes pièces cette histoire de démon pour ensuite, du coup, en tirer un profit. Alors il y a bien sûr énormément de polémiques autour des époux Warren. Une des premières polémiques a lieu en 1997, lorsque Steven Novella et Perry De Angelis décident d'enquêter sur les Warren, leur travail, leurs dons, pour le compte de la New England Skeptical, je ne sais pas si je le dis convenablement, Society. Donc en 97, comme je vous le disais, les deux enquêteurs rendent leurs conclusions après une très très longue enquête. Et ces conclusions vont être absolument sans appel et les deux vont être sans pitié, puisque leur enquête démonte complètement le personnage et le travail des Warren. Ils qualifient quand même le couple de plaisant et sympathique, mais n'hésitent pas à dire que leur histoire de démons et de fantômes sont au mieux des contes de fantômes sans intérêt, au pire des dangereuses fraudes. Vous allez me dire, ok, mais sur quoi exactement se base l'enquête de Steven et de Perry? Alors, les deux ont longuement analysé déjà les objets du musée des époux Warren, musée dont je vais vous parler un petit peu après. Ils ont également analysé toutes les photos, les vidéos et les enregistrements vocaux faits par les Warren. Il n'y a pour eux absolument aucune preuve légitime de phénomènes paranormaux. Attention, je peux rester quand même, moi, critique par rapport à ça, parce que de la même façon que je pense que quelqu'un qui croit bêtement, entre guillemets, en tout, pourra vous trouver des preuves partout, je pense aussi que quelqu'un qui est complètement fermé à tout ça et complètement hermétique peut aussi vous démonter absolument tout phénomène. Donc en gros, je pense que les deux sont à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant de voir que voilà, quand même une grande organisation comme la New England Skeptical Society a eu voilà, accès à ces choses et a pu en tout cas trouver ces résultats. D'ailleurs, en ce qui concerne les très nombreuses photos de fantômes, ou en tout cas dites de fantômes par les époux Warren, d'ailleurs les deux ont pu démystifier quasiment toutes les photos que les époux Warren leur ont montrées en disant bah là regardez il y a un fantôme. Ils ont pu prouver que les points lumineux présents sur les photos étaient en fait des phénomènes créés par des flashs. Ils diront également, et je cite, « Concernant les époux Warren, ils ne font pas d'investigation scientifique et leurs conclusions sont biaisées par les partis pris d'Ed et Lorraine. » Partis pris bien sûr entre autres religieux, ce qui d'un point de vue scientifique et même de la parapsychologie garantit un avis biaisé et une trop grande volonté de voir du paranormal partout, puisque ce serait donc l'action de démons ou en tout cas d'anges divins, et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ça. Donc Lorraine rétorque bien évidemment et elle dit que selon elle, le problème de Perry et de Steven est qu'ils ne basent pas du tout leur investigation sur Dieu. Bon,
Pour moi, c'est pas vraiment un problème, au contraire. Donc Novella continue et insiste bien en disant qu'il pensait que les Warren étaient sincères et non malveillants. Et ça, c'est très très important à dire, c'est-à-dire que, et c'est ce que je dis aussi un petit peu, ils n'ont pas vraiment voulu faire de mal, je pense. Donc les enquêteurs, voilà, ont cherché vraiment à pointer du doigt cette sincérité ou pseudo-sincérité, mais ils n'en disent que ça n'enlève en rien l'absence de preuves tangibles. Alors attention, vous devez vous dire ouais ok les mecs c'est des sceptiques. Il y a beaucoup de sceptiques qui ne sont pas forcément contre le paranormal et qui font des recherches tout à fait intéressantes et louables. Normalement les sceptiques ne réfutent pas absolument toute preuve du paranormal. Par contre ils insistent sur la nécessité d'étudier le paranormal d'un point de vue complètement neutre et scientifique. Et je trouve ça extrêmement important. Également au rayon des polémiques, une qui me semble 10 fois plus scandaleuse et qui me choque beaucoup plus que les époux Warren ont fait du faux. Alors cette polémique commence en 2017 lorsqu'une jeune femme, Judith Penney, affirme publiquement avoir eu des relations amoureuses de façon très très prolongée avec Ed Warren. Et la chose extrêmement importante et scandaleuse dans cette relation, ce n'est pas l'infidélité dans le couple de Ed et Lauren, c'est que cette Judith dit que lorsque leur relation a commencé, Ed avait 30 ans et elle 15. Ce qui en fait, bien évidemment, vous l'avez compris, une relation déjà d'une complètement illégale, moralement scandaleuse, et je n'hésiterai pas à la qualifier de dégueulasse. Alors il faut savoir que cette Judith raconte d'ailleurs que Ed, à l'époque du début de leur relation, disait que Judith était la femme de sa vie. Ok mec, la meuf est même pas une femme en fait, c'est une enfant, elle a 15 ans. Elle raconte également, et ça c'est vrai, ça a été vérifié et on le sait, que Ed a forcé Lauren à accepter que Judith vienne vivre sous leur toit. Judith précise également que Ed l'aurait mise enceinte en 1973 et l'aurait forcée à avorter. Carton calme, Vonette. Elle finit en précisant que ce charmant Ed était complètement maltraitant avec Lauren, que ce soit mentalement ou physiquement. Je pense que c'est hyper important d'appuyer là-dessus et moi ça me rend dingue parce que à chaque fois que j'entends les époux Warren, que j'entends parler d'eux, que je les vois dans un livre, dans un documentaire, etc., j'ai envie de hurler. On ne parle jamais de ça et c'est extrêmement grave. Ça fait de Ed Warren un pédophile. On n'en parle littéralement jamais. On ne peut pas tout simplement effacer une partie de l'histoire d'un homme, une partie aussi grave de l'histoire d'un homme sous prétexte que ouais mais le mec il a quand même vachement aidé à rendre le paranormal connu du grand public. On s'en fout complètement. Il y a des gens qui sont beaucoup plus méritants dans le milieu du paranormal et franchement croyez-moi on n'a pas besoin de ce mec. Également, au rayon des polémiques, je vous parlais tout à l'heure du fameux, très fameux musée des objets hantés et de l'occulte des époux Warren. Ce musée est extrêmement connu et il regorge voilà de beaucoup, mais il y en a vraiment des tonnes d'objets récupérés par les époux Warren sur place lors de leurs enquêtes, lors de leur exorcisme et ce que vous voulez. To the right of me, I see there's a mirror. Can you tell me about that mirror? That's a magic mirror that a gentleman used in New Jersey to conjure up spirits. That mirror, as we know, is a reflection of spirits. Donc ça va je sais pas moi, du petit stylo à bien évidemment la très fameuse poupée Annabelle. This is what you're going to see. You're going to see the Annabelle doll. As you probably know the story of Annabelle, you can look on our website, warrens.net, to get more information on what happened with this hideous doll. Le musée a été ouvert au début des années 80 et il se tient tout simplement à l'arrière de la maison des époux Warren à Monroe. Alors c'est Lauren qui s'occupe beaucoup du musée et elle s'en occupe avec l'aide de son gendre Tony Spera. C'est d'ailleurs lui-même qui continuera à entretenir un petit peu le musée et l'héritage culturel des époux Warren à leur mort. Alors cette fameuse poupée, je pense que à peu près tout le monde voit à quoi elle ressemble, mais finalement très peu de gens connaissent l'origine de l'histoire. Il faut savoir que, comme tous les objets présents dans le musée des Warren, la hantise emprisonnée dans ces objets n'a pas été prouvée par personne. Elle n'était uniquement fondée et basée sur la parole des époux Warren. Attention, à nouveau, je le dis, je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait absolument aucun objet hanté dans le musée des Warren. Mais personnellement, je pense qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup.
Alors à propos de cette poupée Annabelle enfermée dans un coffre qu'il ne faut absolument positivement jamais ouvrir, qu'est-ce qu'on sait? Les époux Warren répondent à qui pose cette question qu'ils ont eu cette poupée par le biais d'une infirmière. Cette poupée aurait, chez cette infirmière, bougé toute seule et causé tout un tas de phénomènes paranormaux. Et elle en aurait eu tellement peur qu'elle aurait confié celle-ci aux époux Warren. Il faut savoir que, et j'ai moi-même fait beaucoup de recherches, cette histoire n'a jamais été avérée, n'a jamais été prouvée par des faits, des noms, des dates. Cette infirmière n'a jamais fait parler d'elle. Elle n'a jamais été retrouvée et à nouveau, on a pour l'histoire de cette poupée uniquement la parole des Warren. Il y a de toute façon une espèce d'obsession dans le travail des Warren sur les objets. Je m'étais jamais fait la remarque avant de faire mes recherches pour cette vidéo. Par exemple, il faut savoir que Lorraine Warren disait très souvent que à 99,99% du temps, les possessions démoniaques découlaient de l'utilisation d'objets comme les planches de Ouija et les cartes de tarot. Oui, les cartes de tarot. Alors maintenant que je vous ai parlé des polémiques, je tiens à dire que ce que je pense, moi, dans la vie, c'est que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Je ne pense pas que les époux Warren aient menti sur tout, mais je ne peux pas décemment apporter énormément de crédit à leur travail parce que justement, il y a quand même énormément de mensonges qui ont été prouvés. Je ne parle pas délibérément de la très grande documentation soi-disant faite par Ed tout au long de sa carrière, puisque il n'a littéralement jamais accepté de laisser ses enregistrements être réellement analysés par des scientifiques. Alors, si tout est vrai et si tu crois vraiment fort à ce que tu dis, pourquoi refuser de laisser des scientifiques analyser ces rushs, ces enregistrements, etc. et du coup appuyer ce que tu dis? Ce qui m'embête aussi un petit peu par rapport aux Warren, c'est qu'avec eux, vraiment, tout était question de religion. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous parler du très fameux cas d'Amityville et des phénomènes rapportés par la famille Lutz. Normalement, l'histoire de la maison d'Amityville, vous la connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, honnêtement, c'est tellement intéressant que je pense que j'en ferai une vidéo complètement à part. Mais par contre, je veux vous parler des conclusions d'Ed et Warren par rapport à ce cas de maison hantée. Donc les Warren écrivent dans leur rapport que selon eux, les meurtres ayant eu lieu dans la maison ont libéré de l'énergie négative, ok, là-dessus j'ai rien à dire, je serais plutôt d'accord, et que toute cette noirceur a agi comme un aimant pour les démons. Bon, ça, je suis déjà, bien évidemment, beaucoup moins d'accord. Encore une fois, c'est pour moi une interprétation très linéaire et très biaisée des phénomènes paranormaux. Le 23 août 2006, Ed Warren perd son combat qui dure depuis plusieurs années contre une maladie et s'éteint à l'âge de 79 ans. Suite au décès de Ed, Lorraine, elle, continue eh bien, à être très souvent à la télé, être consultée pour sa spécialité, à tenir le musée. Elle est d'ailleurs consultante sur les films basés sur leurs travaux et leur histoire. Et en avril 2019, Lorraine finit par s'éteindre paisiblement dans son sommeil à l'âge de 92 ans. Donc très souvent, les gens qui en parlent disent « Ah bah c'est bien, elle a rejoint son mari Ed ». Est-ce qu'on lui souhaite? Je ne sais pas. Alors à la mort de ses parents, Judy n'a pas voulu s'occuper de l'héritage paranormal de ses parents. Elle n'a pas non plus souhaité prendre la suite du musée. D'ailleurs, elle précise qu'elle n'a pas été élevée par ses parents et qu'elle n'a pas grandi au sein du foyer de ses parents et donc proche de ce musée, puisqu'elle a été élevée par ses grands-parents. Ed et Lorraine s'absentant très souvent, trop souvent, pour leurs enquêtes et leurs conférences. Elle précise quand même que le peu de fois où elle a dormi dans la maison, elle était absolument terrorisée et elle croit absolument en ce qu'ont fait ses deux parents. Elle dit que ça lui faisait très peur mais qu'elle était complètement d'accord avec tout ce qu'il et elle faisaient. C'est donc, comme je le vous disais tout à l'heure, Tony Spera, leur gendre, qui lui s'occupe du musée et de l'héritage des Warren. C'est d'ailleurs lui qu'on voit très souvent maintenant à la télé lorsqu'on parle du musée des époux Warren. Et pour changer des sujets un petit peu polémiques, il y a aussi des rumeurs rigolotes qui ont un petit peu traîné sur internet. Par exemple, en août 2020, il y a eu un vent de panique qui a soufflé sur Twitter, puisque, alors ça va être extrêmement compliqué et un petit peu alambiqué à vous expliquer, donc je vais vous la faire très simple. À cause d'une erreur de traduction du chinois à l'anglais,
Je ne vous en dirai pas plus, je vais vous mettre des liens sources bien évidemment sur tout ce que je vous raconte dans les commentaires. Une rumeur enfle de plus en plus comme quoi la poupée Annabelle serait introuvable et aurait d'elle-même quitté son coffre de glace. À tel point que l'information va être ajoutée sur la page Wikipédia de la poupée. Car oui, cette poupée a une page Wikipédia et moi j'en ai toujours pas. Alors bien évidemment, Tony Spera, toujours le gendre, s'est empressé de démentir toutes les rumeurs en filmant la poupée qui était là derrière lui. Et donc il a complètement éteint ce feu, ce vent de panique de gens qui avaient peur de se faire trucider par une poupée dans leur sommeil. Alors je tiens à dire quand même que c'est une poupée et que le jour où elle n'est plus dans son coffre de glace, ce n'est pas une évasion, c'est un vol. Si la réputation des Warren était basée sur des mensonges et un petit peu des fraudes. Est-ce que le fait qu'ils ne demandaient pas d'argent pour effectuer leurs enquêtes les rendent moins coupables d'arnaque ou de fraude? Personnellement, moi, je ne sais pas quoi en penser puisque si tout ça est basé quand même beaucoup sur de l'arnaque, ça veut dire que tous les gens qui ont acheté leurs livres ou regardé les films en pensant lire des histoires vraies ont été arnaqués aussi. Vraiment, je ne sais pas quoi en penser parce que je me sens quand même un peu obligée de prendre en considération que lorsque les gens lisent un livre sur les époux Warren, il y a aussi juste une envie un petit peu de lire une histoire. Je peux pas me dire que tous les gens qui lisent tout et qui regardent tout ce qu'ont fait les époux Warren cherchent absolument de la véracité. Je pense qu'ils cherchent aussi un petit peu à se faire peur. Dans ces cas-là, c'est chose faite, donc peut-être que ces gens-là ont quand même eu en gros ce qu'ils voulaient en échange de leur argent. Mais je veux bien vos avis, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire et je vous répondrai parce que moi je suis un peu perdue par rapport à tout ça. De toute façon, il y a tout un débat un petit peu compliqué autour de la noblesse du fait de gagner de l'argent en échange de paranormal. Il y a énormément de gens qui pensent que le para ça devrait être gratuit. On en a déjà beaucoup parlé avec le groupe, moi je ne pense pas. Alors aujourd'hui, que reste-t-il du travail des époux Warren ? Le site de la NESPR ne fonctionne plus. Ils ont par contre une page Facebook qui, elle, est toujours active. L'Insta du fameux gendre Tony, il ne se passe pas grand-chose. En fait, il l'utilise surtout pour annoncer des événements, puisqu'il a lancé des événements au nom de la famille Warren, des événements, bien évidemment, vous vous en doutez, basés sur le paranormal. Voilà, alors j'ai fait un petit peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler et tout ce qui me semblait important de mettre en lumière. J'ai bien évidemment délibérément laissé de côté énormément de cas qui ont été traités par la famille Warren parce que il y a des cas dont je pense je vais vous parler dans d'autres vidéos. Donc comme je vous disais par exemple le cas de la maison d'Amityville est également un cas qui je pense va me faire extrêmement peur à écrire, un cas de loup-garou. Voilà, sur lequel les époux Warren ont enquêté, donc ça je pense que ça fera l'objet de vidéos indépendantes, voilà. D'ailleurs, en parlant de vidéos, je vous précise tout de suite que merci le gouvernement, je ne travaille encore pas pendant un mois, je n'ai pas le droit d'ouvrir ma boutique et que par conséquent pour m'occuper, en plus de mes streams Twitch, car oui si vous ne le savez pas, je fais maintenant 1 à 2 streams Twitch par semaine pendant lesquels je regarde avec vous des anciens épisodes de La Nuit du Chasseur, vous pouvez trouver les liens sur mon Instagram. Je vais également essayer de vous sortir une vidéo par semaine si j'arrive à traiter, je pense de façon fouillée et intelligente les sujets que je souhaite traiter. Ces vidéos sortiront le mardi à 18 h. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez toujours cru à tout ce qu'on racontait sur les époux Warren ou est-ce que au contraire vous avez été toujours un petit peu sceptique? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout ce dont je viens de vous parler? Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces rumeurs et de toutes ces accusations? Voilà, j'ai hâte d'en parler avec vous. Je vais vous remercier de m'avoir regardé parler pendant très longtemps. Si vous voulez m'aider, abonnez-vous, activez les notifications, faites tourner cette vidéo. Je vous remercie, vous êtes adorables, je vous aime fort et je vous dis donc à mardi prochain.